HX, plus qu'un nom, un symbole absolu de luxe, d'innovation et de conquête. Aujourd'hui évaluée à un montant impressionnant de 11 milliards de dollars, cette marque est née de la tragédie et de la détermination d'un jeune orphelin. Après avoir perdu ses parents à 1 an d'intervalle, il a vu son héritage saisi et s'est retrouvé seul dans un orphelinat. Mais au lieu de se laisser abattre, il a défié le destin, s'est enfui de sa ville et a franchi les frontières à la recherche d'un nouveau départ. Ce courage l'a amené à découvrir sa véritable passion, l'horlogerie. Revenons maintenant à l'année 1881 et revivons l'histoire du garçon orphelin qui a créé Rolex. Hans Wilsdorf est né le 22 mars 1881 dans la ville de Kulmbach, en Allemagne, fils d'Anna et Johann Daniel Wilsdorf. Il était le deuxième de 3 enfants et a grandi dans une famille qui dirigeait un commerce prospère d'articles de quincaillerie, un héritage laissé par son grand-père. La famille occupait une position confortable dans la classe moyenne. Cependant, son enfance a été marquée par des tragédies. En 1892, sa mère est décédée des suites d'une maladie, pour aggraver les choses, 1 an plus tard. Son père est également décédé, laissant Hans orphelin à l'âge de 12 ans. Après la mort de ses parents, il a été pris en charge par ses oncles maternels, qui ont décidé de vendre l'entreprise familiale et de placer Hans et ses frères et sœurs dans un orphelinat appelé Ernestinum Coburg, situé en Bavière, en Allemagne. Là, il a commencé son éducation. Dès le début, Hans n'a pas pu accepter la décision prise par ses oncles, ce qui l'a découragé pendant son séjour dans la nouvelle ville. Là-bas, il était traité comme un étranger et devenait souvent la cible de moqueries, principalement à cause de sa religion. Face à cette situation difficile, Hans a décidé de canaliser son énergie vers les études. Avec le temps, il a compris que, même s'il était en désaccord avec le choix de ses oncles, cela s'était avéré être un facteur crucial pour sa croissance et son succès. Mes oncles étaient loin d'être indifférents à notre avenir, mais la façon dont ils m'ont appris à être indépendant dès le plus jeune âge a été déterminante. Cela m'a appris à prendre soin de mes affaires et à toujours penser à l'avenir. Je crois que c'est cet enseignement qui a largement contribué à mon succès, a réfléchi Hans à plusieurs reprises. Passionné de lecture, il s'est distingué en tant qu'élève, notamment en mathématiques et en langue. Il a appris le français et l'anglais, poussé par une curiosité croissante pour le monde et les voyages. Il savait que ses connaissances linguistiques seraient fondamentales, ce qui, au final, a eu un impact direct sur sa carrière. Pendant sa scolarité, Hans s'est lié d'amitié avec un jeune Suisse qui lui racontait souvent des histoires sur sa ville natale, la Chaux-de-Fonds, située en Suisse. La ville était célèbre pour sa longue tradition dans l'industrie horlogère, ce qui a suscité un grand intérêt chez Hans. Fasciné par cette histoire, il a commencé à se demander ce que ce serait de vivre dans un endroit avec un tel héritage. À 19 ans, Hans en avait assez de la routine et des limites de l'internat en Allemagne. Il a donc décidé de déménager à Genève, en Suisse, à la recherche de nouvelles opportunités. Là, il a obtenu un emploi d'apprenti dans une entreprise internationale spécialisée dans l'exportation de perles. Cette entreprise achetait des perles sur divers marchés, les classait, les organisait et les emballait pour les vendre à des bijoutiers. Hans s'est rendu compte que l'entreprise ne créait rien de nouveau, mais qu'elle réalisait quand même d'énormes profits. Il a été impressionné. Poussé par la curiosité du modèle économique de l'entreprise, Hans a approfondi ses connaissances sur ses tactiques et a commencé à gagner beaucoup d'argent pour son âge. Un jour, il a reçu une lettre de son ami suisse qui lui offrait une opportunité d'emploi dans une entreprise appelée Kuno Corten. Kuno Corten était l'un des fabricants de montres de haute qualité les plus importants et les plus renommés de son époque, exportant chaque année environ 1 million de francs suisses de montres de poche. De plus, l'entreprise produisait également certains de ses modèles à partir de zéro, étant une véritable icône de l'industrie horlogère. Curieusement, le siège de Corten était situé à la Chaux-de-Fonds, la ville que Hans avait toujours voulu visiter. Bien qu'il occupe déjà une position avantageuse dans l'entreprise où il travaillait, l'intérêt de Hans pour les montres et la dynamique commerciale autour de cette industrie n'a fait qu'augmenter. En 1900, il a décidé de déménager à la Chaux-de-Fonds et de rejoindre Kuno Corten. Il a été embauché comme correspondant et commis anglophone, grâce à la maîtrise de la langue qu'il avait acquise pendant ses années d'école. Son salaire initial était de 80 francs suisses par mois. En plus de ses fonctions administratives, il était chargé de remonter des centaines de montres de poche tous les jours, en plus d'effectuer des tests pour garantir leur précision. Cette expérience lui a donné une vision précieuse de l'horlogerie et une compréhension approfondie de la façon dont les montres étaient produites.
Cependant, le parcours de Hans dans l'entreprise serait interrompu par un rebondissement inattendu. Après seulement 9 mois, Hans a été contraint de retourner en Allemagne et de servir dans l'armée à 22 ans. Après avoir accompli son devoir, il a déménagé à Londres où il a commencé à travailler dans une autre entreprise prestigieuse d'horlogerie. Là, il a assumé de plus grandes responsabilités, étant chargé de développer les ventes de l'entreprise. Pendant les 2 ans qu'il a passés à Londres, il a réussi à attirer de nouveaux clients. Avec le temps, Hans a commencé à nourrir le désir de créer sa propre entreprise d'horlogerie. Pendant cette période, il s'est consacré à apprendre tout ce qu'il pouvait et à se préparer à ce qui serait la prochaine grande étape de sa carrière. C'est également à Londres qu'il a rencontré sa future épouse, Florence Francis May, qu'il a épousée peu de temps après. Un après-midi, alors qu'il discutait avec son beau-frère aîné, Alfred James Davis, Hans a partagé ses ambitions et ses visions pour l'avenir. Il lui a dit qu'il se sentait prêt à ouvrir sa propre entreprise de montres, mais qu'il avait besoin de capitaux pour réaliser ce rêve. Alfred, qui disposait des ressources financières nécessaires et connaissait la passion de Hans pour l'horlogerie, a décidé de faire confiance au jeune homme. Malgré son jeune âge, il a pris le risque et a promis de l'aider à réaliser son rêve entrepreneurial en investissant son propre argent. D'une poignée de main, en 1905, ils ont fondé Wilsdorf & Davis Limited, une entreprise qui deviendra des années plus tard la célèbre Rolex. Le duo a conclu un partenariat avec une entreprise horlogère appelée Hermann Haglé, établie en Suisse, et a commencé à importer des mouvements de montres de ce pays vers l'Angleterre, en les plaçant dans des boîtiers de montres. Ils ont également ouvert un bureau à Bienne, en Suisse, pour renforcer leurs relations avec l'entreprise partenaire. En peu de temps, Wilsdorf & Davis s'est spécialisé dans la distribution de montres à des prix abordables. Malgré sa profonde admiration pour l'horlogerie, Hans avait une vision critique sur un aspect important de l'industrie à l'époque, les montres de poche. Alors que les montres-bracelets étaient principalement portées par les femmes comme bijoux. Les montres de poche étaient toujours considérées comme masculines et utilitaires, et les montres-bracelets étaient considérées avec dédain dans l'industrie à l'époque. Beaucoup pensaient que la principale raison pour laquelle les montres de poche étaient plus populaires était l'imprécision des modèles de bracelets. Ces premières montres-bracelets étaient beaucoup plus petites que les montres de poche traditionnelles et possédaient des mécanismes plus compacts, ce qui provoquait souvent des variations de temps, faisant en sorte que la montre avance plus vite ou plus lentement en raison de petites erreurs dans le mouvement. Cette imprécision était considérée comme un inconvénient majeur et c'est pourquoi les montres de poche, plus fiables et de taille robuste, étant plus masculines, restaient le choix préféré. Pour Hans Wilsdorf. Cependant, les montres de poche étaient peu pratiques. Il trouvait inconfortable de devoir sortir sa montre de sa poche chaque fois qu'il voulait connaître l'heure, ce qui devenait particulièrement gênant lorsque ses mains étaient occupées. Jusqu'à ce moment-là, la plupart des gens croyaient qu'il serait presque impossible de créer une montre-bracelet capable de maintenir la précision nécessaire à un usage quotidien sans les erreurs de temps des modèles plus petits. En 1914, Hans a fait une prédiction audacieuse, « Mon opinion personnelle est que les montres de poche vont disparaître presque complètement et que les montres-bracelets les remplaceront définitivement. » Déterminé à créer la montre-bracelet parfaite, Hans s'est consacré entièrement à cette mission. Au cours des années suivantes, il a voyagé dans divers pays d'Europe, rencontrant de nombreux horlogers et discutant en détail des ajustements nécessaires pour améliorer les mécanismes des montres. Au cours de ces années, il a commencé à développer ses propres modèles de montres-bracelets, en lançant un nouveau chaque année à partir de la même période où il a fondé son entreprise. Chaque nouveau modèle visait à offrir des montres de haute qualité et de fiabilité tant pour les hommes que pour les femmes, en appliquant les connaissances acquises auprès d'autres horlogers tout au long de son parcours. Lorsque son entreprise a commencé à gagner en notoriété, elle s'est rapidement consolidée sur le marché. En 1908, elle était déjà l'un des leaders de l'industrie horlogère anglaise. Hans a décidé que sa marque avait besoin d'un nouveau nom, quelque chose de sophistiqué, d'attrayant et facile à prononcer dans n'importe quelle langue. De plus, il voulait un nom compact qui s'adapterait parfaitement au cadran de la montre. Après avoir longuement réfléchi, il a soigneusement combiné 5 lettres de l'alphabet et c'est ainsi que le mot Rolex est apparu. Immédiatement, il a su que ce nom était idéal. Quelques jours plus tard, il a enregistré Rolex comme marque déposée de Wilsdorf & Davis Limited en 1908. Au cours des années suivantes, Rolex a commencé à gagner en notoriété pour ses montres-bracelets d'excellente qualité, attirant rapidement une clientèle riche et sophistiquée. Cependant, peu de temps après, la Première Guerre mondiale a éclaté.
Et de nombreuses entreprises, y compris dans le secteur horloger, ont rencontré de graves difficultés pour survivre, certaines allant jusqu'à fermer leurs portes. Mais pour Rolex, le conflit mondial a eu un effet différent. L'impact tragique de la guerre a contribué à consolider la renommée de la marque, qui est devenue encore plus reconnue pour ses montres-bracelets extrêmement fiables. De nombreux soldats ont commencé à utiliser les montres Rolex à la place des montres de poche traditionnelles, car elles étaient plus pratiques et plus sûres à utiliser, en plus d'offrir une précision qui facilitait la coordination des attaques, permettant un meilleur respect des délais. En 1914, l'entreprise s'était déjà considérablement développée, employant 60 personnes et établissant de grands bureaux à Londres, ce qui augmentait sa crédibilité. À cette époque, Rolex a également remporté le titre de premier chronomètre de précision pour montre-bracelet en Suisse, en plus d'obtenir un certificat de précision de classe A de l'Observatoire de Kew à Londres, renforçant encore la fiabilité de la marque pour les consommateurs. Cependant, malgré tout le succès, tout ne se passait pas comme prévu pour Hans. En 1914, le gouvernement britannique a appliqué une taxe de 33% sur toutes les entreprises enregistrées en Grande-Bretagne qui exportaient des marchandises au-delà des frontières internationales, ce qui est rapidement devenu une préoccupation importante pour Hans. Pour éviter les impôts, il a décidé de transférer le siège de son entreprise de Londres à Bienne, en Suisse. De plus, l'animosité croissante contre les Allemands pendant la Première Guerre mondiale a également influencé sa décision. Le nom de Hans Wilsdorf, avec ses racines allemandes évidentes, commençait à être considéré avec méfiance, d'autant plus que, bien qu'il ait déjà enregistré Rolex, il conservait toujours le nom Wilsdorf & Davies en Angleterre, ce qui suscitait une certaine désapprobation. Cela l'a également amené à changer complètement le nom de son entreprise de Wilsdorf & Davies Limited à Rolex Watch Corporation Limited en 1915. Quelques années plus tard, en 1919, Hans a également enregistré le célèbre logo Rolex, la couronne à 5 branches, qui est devenu un symbole marquant mis en œuvre à partir de ce moment-là sur les cadrans des montres de la marque. En 1919, Rolex Corporation a transféré son siège de Bienne à Genève, où il se trouve encore aujourd'hui. À partir de ce moment, l'entreprise s'est concentrée sur la production des mouvements des montres à Bienne, en les transportant à Genève, où ils subissaient des tests de précision rigoureux et étaient finis avec le design raffiné et haut de gamme de la marque. Toute l'équipe Rolex s'est engagée à améliorer l'innovation technique des montres-bracelets. Nous devons parvenir à créer un boîtier de montre si scellé et résistant que les mouvements internes seraient protégés en permanence contre les dommages causés par la poussière, la sueur, l'eau, la chaleur et le froid. Ce n'est qu'avec ce niveau de protection que la précision impeccable des montres Rolex serait assurée. La patience et le dévouement de Hans et de son équipe ont porté leurs fruits. En 1926, Rolex a lancé un modèle révolutionnaire qui allait transformer à jamais l'industrie horlogère. La Rolex Oyster, la première montre-bracelet véritablement étanche de l'histoire. Ce modèle innovant présentait un boîtier hermétiquement fermé, offrant une protection idéale pour les mécanismes internes délicats et rendant la montre totalement résistante à l'eau. Hans a reconnu que l'innovation était révolutionnaire et savait que le monde s'y intéresserait bientôt, mais il a décidé d'attendre le bon moment pour présenter sa création de manière créative. En 1927, il a entendu parler d'une femme nommée Mercedes Gletz, de Londres, qui prétendait être capable de traverser la Manche à la nage, une vaste étendue d'eau de 33 km qui sépare l'Angleterre de la France. La plupart des gens doutaient de sa capacité et Mercedes était déterminée à prouver sa valeur. Prête à réessayer devant un large public, même avec la température de l'eau beaucoup plus froide, Hans a vu une occasion unique et a suggéré qu'elle porte une Rolex Oyster attachée à son cou pendant la traversée. Après avoir nagé pendant plus de 10 heures, presque morte de froid, Mercedes a été sortie de l'eau, ayant parcouru environ 80% du chemin à travers la Manche. La Rolex Oyster qu'elle portait est restée intacte. Bien que la traversée de Mercedes Gletz n'ait pas été un succès complet, la Rolex Oyster est sortie de l'eau en parfait état, ce qui a provoqué une véritable commotion. Les gens se sont passionnés pour la montre et Hans a profité de l'occasion pour intensifier la publicité en publiant une annonce dans le journal London Daily Mail, soulignant l'événement. Ce fut le tournant où Rolex a acquis une renommée internationale en tant que montre révolutionnaire. Pour renforcer encore l'engouement du moment, Hans a créé une campagne créative en exposant ses Rolex Oyster dans des aquariums avec de vrais poissons, une stratégie géniale qui a été mise en œuvre dans tous les magasins agréés de la marque. Les gens voyaient les montres fonctionner à l'intérieur des aquariums, ce qui a suscité une énorme curiosité et un désir pour le produit.
La tactique a été un succès retentissant et la demande pour les montres Rolex a explosé. En 1928, Hans a décidé d'intensifier la promotion de la marque. Pour ce faire, il s'est associé à la principale mannequin britannique de l'époque, Evelyn Leigh, pour promouvoir ses montres. L'une des campagnes les plus marquantes montrait Evelyn portant la Rolex Oyster dans un aquarium, ce qui a encore plus attiré l'attention du public. Et la publicité ne s'est pas arrêtée là. En 1933, la Rolex Oyster est réapparue dans les journaux, cette fois associée à un vol au-dessus du mont Everest. Pendant le vol, les membres de l'équipage ont porté leur Rolex et ont été impressionnés de constater qu'à la fin du voyage, leur montre fonctionnait parfaitement, avec une précision de 100%. Un autre exemple remarquable s'est produit en 1935, lorsque le célèbre pilote et automobiliste Malcolm Campbell a établi un record de vitesse en atteignant près de 480 km/h. Pendant cet exploit, il portait sa Rolex et Hans a profité de l'occasion pour faire connaître l'événement. Malcolm, généreux, a accepté la proposition mais a refusé de recevoir un paiement pour la publicité. Ces événements ont contribué à consolider l'image de Rolex non seulement comme une montre de luxe, mais aussi comme un modèle de haute qualité, précis et fiable, capable de relever les défis du quotidien. La marque a commencé à être considérée comme le choix idéal pour toute personne à la recherche d'une montre résistante et performante. Un excellent marketing est nécessaire pour qu'une entreprise réussisse. Au cours de ces années, l'entreprise Rolex a continué de surprendre le public avec des innovations telles que le lancement de la Rolex Oyster Perpetual en 1931, la première montre-bracelet étanche à remontage automatique. Bien que la Rolex Oyster précédente ait été une innovation majeure, le grand défi était la nécessité de toujours remonter la montre manuellement, ce qui était rendu difficile par le boîtier hermétique serré. Pour remonter la montre, il fallait dévisser la couronne Oyster, la tourner et la revisser. A subi un revers majeur. Les exportations vers d'autres marchés européens sont devenues coûteuses et difficiles, ce qui a affecté directement l'entreprise. Et pour aggraver la frustration de Hans, une autre tragédie est survenue en 1944. Il a dû faire face à la perte tragique de son épouse. Pour lui rendre hommage, il a fondé la Wilsdorf Foundation, une institution dédiée à des causes sociales. De plus, peu de temps après sa mort, il a pris une décision importante, transférer 100% des actions de Rolex à la fondation, qui, à ce jour, continue d'être la propriétaire et la contrôleuse de la marque. Grâce à cette action, Rolex ne deviendra jamais une société cotée en bourse et ne sera jamais vendue, car il s'agit essentiellement d'une organisation caritative. Rolex ne paie pas non plus d'impôts, ce qui en fait une structure unique dans le monde des affaires. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, Rolex a entamé une ascension remarquable. En 1946, l'entreprise a atteint la barre des 50 000 chronomètres certifiés, ce qui était déjà réalisé depuis 20 ans. L'année suivante, en 1947, les ventes ont doublé, atteignant 100 000 chronomètres certifiés, un exploit impressionnant pour l'époque. Cette croissance a été stimulée par le lancement de nouveaux modèles innovants. En 1945, Rolex a présenté le modèle Datejust, la première montre-bracelet automatique étanche avec indication de la date sur le cadran. 10 ans plus tard, ce fut au tour de la Rolex Day-Date, la première montre-bracelet étanche et automatique à inclure à la fois la date et le jour de la semaine, des fonctionnalités qui, à ce jour, sont courantes dans de nombreuses montres. Dans les années 1950, Rolex a poursuivi sa trajectoire d'innovation, avec la Rolex Submarinée, lancée en 1953, le modèle le plus légendaire. La Submarinée a été la première montre-bracelet étanche pour la plongée en eau profonde, capable d'atteindre 100 mètres de profondeur dans l'océan sans perdre sa fonctionnalité. Hans Wilsdorf est décédé en 1960. Après sa mort, Rolex s'est consolidé en tant que marque de luxe reconnue mondialement aujourd'hui. L'entreprise a axé son marketing sur la transformation de ses montrants exclusifs pour la haute société. Aujourd'hui, Rolex reste la marque de montre la plus reconnue au monde. D'un garçon orphelin qui a commencé sans rien, Hans Wilsdorf a transformé l'industrie horlogère et construit un héritage inégalé. Son engagement envers la précision et l'innovation a élevé la montre-bracelet à un nouveau niveau de prestige. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. À bientôt!